Bonjour à toutes et à tous. Le 8 mars dernier, la fête de la femme, la journée où on rend hommage à toutes les femmes du monde, et un journal en particulier, le correspondant, lui, a rendu hommage à sa manière et nous a pondu un article concernant une affaire d'harcèlement sexuel contre le président de la CNOA, qui est l'Association des comités olympiques africains, du nom de Mustapha Berraf. Le correspondant, son directeur, c'est Monsieur Jafar Aïtaoudia. C'est lui qui était aussi derrière l'enquête d'investigation concernant Iman Khalif. Et cette fois-ci, il nous revient avec encore une enquête exclusive concernant cet incident. Et comme par hasard, l'auteur de cet article est avec nous, Jafar Aïtaoudia. Bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci Fizwil, merci de m'avoir invité et on est parti encore une nouvelle fois pour une petite heure d'émission. Donc, Comme d'hab. comme d'habitude, maintenant je commence à être habitué. Je me base sur ton article et surtout sur les commentaires où des questions fusent de toutes parts. D'abord, tout le monde dit oh peut-être c'est peut-être un coup monté, peut-être que c'est pas vrai, peut-être que ceci, peut-être que cela, comme à peu près, je veux dire, toutes les affaires d'harcèlement. Et la victime est toujours mise au coin du mur et toujours difficile d'arriver à prouver les allégations. Donc, journaliste, on connaît ton travail, on sait comment tu travailles à peu près, on connaît tes méthodes, on sait que tu es professionnel et que tu fais ton travail dans les normes. Donc, comment tu es arrivé à ce résultat et à cet article et surtout aux différents sonores qui ont accompagné ton article et on entend ce que la victime dit. Mais ça fait un moment en fait qu'on était plus ou moins au fait un peu de cette affaire. Et il y a d'autres femmes qui étaient qui avaient subi exactement la même chose à quelques différences près, mais qui n'étaient simplement et qui ne le sont pas toujours aujourd'hui prêtes à témoigner. Cette femme, pour ma part, qui a accepté de porter son mal finalement à l'autre face du monde à travers un journal. Il faudrait la saluer et citer effectivement un très bel hommage qui lui a été rendu ce jour-là. C'était le 8 mars, comme tu l'avais évoqué un petit peu tout à l'heure. Pour ce qui est des contre-attaques, ça, de toute façon, on s'y attendait. Tu as l'habitude, de toute façon. Mais ça, on s'y attend, ça a toujours été le cas. Mediapart passe son temps, évidemment, à répondre à des gens qui sont mis en cause parfois dans des enquêtes et qui n'aiment pas et qui nient. On se souvient tous de Cahuzac qui regarde le journaliste Pujadas, c'est les yeux dans les yeux et qui dit mais je n'ai aucun compte offshore, etc. On sait comment ça s'est terminé avec Pujadas. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que lorsqu'on s'engage sur ce genre d'enquête, au contraire, la première question que l'on se pose, est-ce qu'il n'y a pas un piège derrière? Et c'est là où le travail, quand on est intègre dans cette profession, quand on sait faire son boulot, et là, il y a des vérifications à faire, des vérifications très minutieuses pour parvenir à la conclusion selon laquelle on est en train de raconter une histoire qui ressemble, qui se rapproche le plus de la De la réalité, réalité. de ce qui va être raconté, évidemment, dans l'enquête et dans l'article. Entre parenthèses, concernant Mustapha Bouraf, le président de la CNOA, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier article. On a aussi vu l'article de Romain Molina concernant une victime du Nigeria, je crois, côté africain. Et C'est ça. apparemment, il n'y a pas eu de... on n'a pas vu la suite après, hein. Voilà, Dès il faut qu'il rappeler aussi s'agit que des membres du CIO, c'était Beraf avec 5 membres du CIO, je crois, ou 4, hein, ils étaient 5. Et la plainte était déposée contre les 5, mais apparemment, on n'a rien vu après. Donc, apparemment, ça a été couvert par les civils. Il faut aussi rappeler que Romain Molina, il n'est pas né de la dernière pluie. C'est un gars qui a de la bouteille, c'est un journaliste d'investigation qui a sorti beaucoup d'affaires. Parfois, on l'a retrouvé devant les juges et il a gagné pas mal de procès. Ça veut dire aussi qu'il y a un journaliste qui fouine, et qui cherche, qui trouve, qui gratte, et quand il trouve, il balance, il a le courage de balancer. Et effectivement,
Barraf a été l'un de ses personnages, l'un de ses sujets il y a quelque temps. Et Molina l'implique directement dans une histoire Une accusation similaire aussi, hein. de harcèlement, d'agression sexuelle contre une femme. Moulina parlait, il est allé très loin, il parlait carrément d'esclavage sexuel, hein. Exact. Bah, Et elle aurait on salue Romain Molina et on rend hommage aussi à votre victime, à la dame qui a osé, si je puis dire, témoigner. Avant de continuer, on va passer le premier passage de tes articles, le premier passage sonore. Que la Fédération internationale de canoë-kayak a déjeuné et en sortant du déjeuner, il s'est permis de me tirer par la ceinture et d'essayer de m'embrasser de force. Bien sûr, j'ai repoussé le geste et l'acte. Et après, il a voulu me raccompagner à ma voiture, ce que j'ai refusé. Mais il a insisté, donc il m'a suivi en fait. Et arrivé à la voiture, il m'a allongé sur le capot et s'est collé à moi. Enfin c'était une étreinte assez forte. Donc j'ai été un peu prise au dépourvu. Et à ce moment-là, il s'est frotté à moi et il m'a dit: est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la sens? Donc je vous laisse apprécier qu'il parlait de son membre privé, nous sommes d'accord. Et ça m'a glacé d'effroi. Je l'ai repoussé très très rapidement. Et là, je me suis engouffrée dans ma voiture. J'étais anesthésiée, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, d'une personne pareille. Surtout, voilà, vu son âge en plus. On a énormément d'écart d'âge. Il a l'âge de mon père, ce qui est d'autant plus choquant. Et je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche. Donc on ne peut être plus clair que ça. Première question, monsieur Aïtaoudia, c'est qui est cette personne par rapport à Mustapha Barraf? Est-ce une connaissance? C'est une collaboratrice de Barraf et ils se sont rencontrés, je crois, 8 mois avant, si je ne me trompe pas. Oui, Oui, 8 mois avant l'événement? 8 mois avant le deuxième événement. Donc, elle avait bossé pendant 8 mois avec lui jusqu'à son départ en janvier. Et ils ont collaboré ensemble à minima 6 mois avant le premier événement, avant évidemment que Barraf, à Place Clichy, comme on l'a entendu tout à l'heure, ne fasse évidemment preuve de ce comportement qu'elle décrivait. Ils ont travaillé ensemble un peu partout. D'ailleurs, elle s'est même allée à Alger. C'est Barraf lui-même qui s'est occupé de la réservation d'hôtel à Alger. Elles se sont vues à Alger une fois ou deux, mais toujours, dit-elle, dans un cadre professionnel. D'ailleurs, les textos et les échanges de textos et de messages qu'on a consultés montrent clairement qu'il y a un véritable échange purement professionnel qui ne sort pas des passages cloutés de ce qui lie un employeur à un employé. Et est-ce que d'abord je t'invite à passer d'abord au deuxième passage parce qu'apparemment c'est pas la première fois. Non, a priori, d'après les dires évidemment dans notre témoin, c'est pas la première fois. Il y a eu le premier épisode à Place Clichy, ensuite il y a un deuxième round, et cette fois c'était à l'hôtel Méridien à Paris, à l'occasion d'une grande manifestation sportive, et d'ailleurs qui a réuni tout le gratin sportif, hein, jusqu'au la ministre des Sports en France de l'époque. Eh ben on écoute. Et au mois de décembre, nous avions un événement avec la ministre des Sports à l'époque, Oueda Castera, au Méridien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que M. Barraf a des problèmes pour marcher, quelques heures avant l'événement, je voulais lui montrer le chemin pour se rendre à la salle, vu que c'était en sous-sol, et qu'il puisse passer par l'ascenseur pour éviter pour le soulager dans sa démarche avec la ministre. Donc on était en repérage des lieux. Et quand je suis rentrée dans l'ascenseur, on était tous les deux. Et pour moi, l'histoire était oubliée complètement parce qu'il n'avait plus eu d'écart de conduite à ce sujet. Et là, il m'a dit dans un ascenseur, tu sais qu'on peut tout faire dans un ascenseur. Je lui ai dit, certes, mais je ne voyais pas de quoi il parlait en fait. Et à ce moment-là, en une fraction de seconde, il m'a allongé le long de la paroi, il m'a relevé ma robe,
et il a forcé, il a essayé de m'embrasser de force. Et là, j'avais mes dossiers et mon ordinateur dans la main, vu que j'étais en préparatif de l'événement. Et qu'à ce moment-là, excusez-moi de la vulgarité, mais j'étais un peu sous le choc et je lui ai dit, soit tu recules d'un mètre, soit tu prends mon ordinateur dans la gueule. Donc après avoir écouté ce sonore, est-ce que dans ton enquête, il y a eu les deux événements ou tu as juste repris deux événements parmi d'autres? Alors, ce témoin-là, particulièrement, n'a pas évoqué d'autres épisodes, hein. Donc, il a parlé de deux incidents bien identifiés dans le temps. Il a le souvenir des dates, il a le souvenir des lieux, il a le souvenir également des témoins. Le premier événement, la première fois, c'est arrivé à Place Clichy. Donc, présence quand même de Monsif Zemouchi, qui est le président de la fédération de badminton algérien, qui est également un homme très proche de Mustapha Barraf. Je crois C'est celui qu'on a nommé dans nos vidéos le Valet du Roi. il était là. Il y avait également le président de la Fédération internationale du canoë-kayak. Il y avait également un autre témoin, et pas des moindres, c'est le maire de l'île Saint-Denis. On a récupéré quelques messages, encore une fois, qui font aujourd'hui la démonstration qu'il s'agit bel et bien d'un dîner de travail auquel étaient conviés ces personnes-là. Ces personnes-là n'étaient pas présentes au moment où les faits s'étaient déroulés parce que c'était à la fin de la soirée. Certains ont pris le métro, d'autres ont appelé un taxi. Zemouchi est monté dans sa chambre, il n'était pas non plus présent au moment où c'est arrivé. Donc, le reste s'est déroulé, ou se serait déroulé en tout cas, comme Elisa l'avait décrit dans son sonore. Et entre-temps, et entre les deux événements, le lendemain matin, et c'est là qu'on est allé chercher et même aller plus loin, parce que moi j'ai appelé le maire de l'île Saint-Denis, j'ai envoyé également un message au président de Canoë-Kayak, et naturellement il fallait aller loin dans cette enquête, parce que les faits sont sensibles, c'est délicat, c'est grave, et il faudrait aussi arriver au moins à avoir un élément matériel qui puisse vraiment nous diriger, ou confirmer en tout cas la direction qu'on a donnée un petit peu à cette enquête. Et là, on est tombé sur des textos. Le premier texto, le premier message envoyé par la victime à Mustapha Barraf dès le lendemain matin, pour lui rappeler qu'il voudrait se contenir à une relation professionnelle, comme elle l'aurait déjà dit et répété par le passé, et qu'elle lui demande de façon très professionnelle et très courtoise, en fait, d'arrêter avec tout ça. Et l'on est arrivé même à lui dire, écoutez, je vous apprécie, mais je suis seul, je voudrais rester seul, je n'ai pas besoin d'homme dans ma vie. Et elle ajoute, en plus, vous êtes marié et vous êtes marié. Et on sentait à ce moment-là, on la sentait un peu dans la peau d'une personne qui était tiraillée entre deux situations. À la fois faire du rentre-dedans à Barraf par rapport à ce qu'il s'est passé, mais elle a ravalé un petit peu son amertume parce qu'il voulait à ce moment-là conserver le contrat qui les liait. Donc, il y avait quelque part, elle essayait de faire un peu le grand écart entre les deux situations, mais la gêne, elle était là, elle était évidente. Et bien sûr, Barraf, d'après les textos, ne s'est jamais arrêté de lui renvoyer des messages. Est-ce que tu m'aimes, mon amour, ma chérie, dis que tu m'aimes, etc. Et les réponses de notre témoin, de la victime, ont toujours été froides, dit encore une fois, et c'est limité à un échange professionnel. Aucun clin d'œil, aucune allusion dans les messages qu'on a consultés qui soit de nature à aller l'aguicher ou à aller le chercher, quand bien même il l'aurait fait. Ça ne justifie pas évidemment un acte de violence sexuelle, mais en tout cas, on n'a rien vu de tel. Dans le cadre de ton travail, et je connais un peu tes méthodes, tu as fait appel bien sûr à tous les témoins qui étaient là, mais est-ce que tu as appelé Mustapha Barraf aussi? J'ai appelé Mustapha Barraf. Je lui ai d'abord envoyé 2 messages sur Facebook et il n'avait jamais répondu. Je me suis rendu compte qu'il m'avait bloqué sur mon téléphone personnel. Du coup, heureusement que j'avais un téléphone professionnel à côté. Et là, je l'ai appelé et il n'a pas reconnu le numéro et il a décroché. Et immédiatement,
immédiatement, donc ces réponses, elles sont rapportées intégralement dans notre enquête. On n'a rien retouché, on a gardé, mais vraiment l'intégralité, c'est ce qu'on a rapporté, l'intégralité de ces réponses. D'une part, que je me mêlais dans une histoire qui me dépasse. Ça ressemblait davantage à une menace, mais passons, c'est pas grave. Et d'autre part, il disait que, et puis, quand j'ai évoqué le nom de la victime, il a dit, bah écoutez, de toute façon, cette personne me fait chanter et une plainte a été déposée contre elle au Nigeria et maintenant c'est au tribunal de Nigeria de décider de cette situation. Sur ce, j'ai rebondi en disant, bah, écoutez, on est au courant qu'il y a un contentieux entre vous, un contentieux commercial, qu'il y a une ardoise a priori de 55 000 euros. Bah, ça, on laissera un juge décider de la situation de votre différend. En revanche, là, cette personne vous accuse d'agression sexuelle. Ce à quoi il a répondu simplement qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire, que c'est de la diffamation, que de simples allégations sans fondement, et que de toute façon, il était à l'aéroport, qu'il ne pouvait pas rester très longtemps avec moi, qu'il avait un avion à prendre, et on s'est salué mutuellement, et il a raccroché. Est-ce que dans le cadre de l'enquête, tu as pu déduire le pourquoi de l'assignation de la victime au tribunal au Nigeria? Alors, D'abord, si tu permets, on écoute ce que la victime dit, et tu me répondras juste après. Et un mois plus tard, j'ai reçu un courrier tout en anglais où Monsieur Beraf, en tant que président de l'ACNOA, m'a signé au Nigeria. Et quand j'ai lu le courrier, même en anglais, monsieur prétendait qu'il ne m'avait jamais connue, qu'il ne savait pas du tout qui j'étais et que j'étais une totale inconnue à ses yeux. Ce qui paraît un peu surprenant parce que il y a des échanges de mails, il y a des échanges de devis avec le Méridien, il y a des photos qui ont été faites à plusieurs événements. C'est bizarre qu'il y ait une assignation au Nigeria pour une Française, c'est bizarre, non? Alors, j'imagine que Beraf a justifié ça en expliquant que le siège de l'ACNOA, le siège social de l'ACNOA se trouve à Abuja, oui, effectivement, au Nigeria. Oui. Et que cette dame avait travaillé pas seulement pour Mustapha Beraf, mais également pour l'ACNOA. Et d'ailleurs, on a récupéré quelques documents officiels de l'ACNOA. On voyait bien qu'il y avait une relation professionnelle, il y a un rapport hiérarchique entre cette personne et Mustapha Beraf en tant que président de l'ACNOA, encore une fois. Après, surtout ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que Mustapha Beraf a mis un terme aux activités de sa collaboratrice parisienne, donc notre témoin, la victime, le lundi qui a suivi le deuxième épisode supposé de harcèlement sexuel au Méridien à Paris. C'est-à-dire, a priori, les événements se seraient déroulés le samedi. Dimanche, d'après la victime, il l'aurait relancé toute la journée. Fin de journée, il l'aurait appelé pour lui demander de la déposer à l'aéroport. Il se trouve que la victime, d'abord, elle n'était pas dans Paris. Elle est partie à l'extérieur de Paris pour aérer un petit peu après ce qu'il avait vécu et enduré dans l'ascenseur. Et donc, naturellement, il lui a dit, écoutez, vous prenez un taxi, vous allez à l'aéroport, etc. Lundi matin, elle reçoit un premier courrier de la part de l'ACNOA dans lequel Beraf, de façon courtoise, là pour le coup, a mis un terme à leur collaboration. Un autre courrier arrive un mois et demi plus tard, et ce courrier-là ne s'invente pas. Dans ce document que nous avons également consulté, que nous avons en notre possession, Beraf nie toute relation professionnelle avec sa femme. Carrément. C'est comme si elle ne l'avait jamais vue, c'est comme si elle ne la connaissait pas. Donc là, il se lave les mains, au revoir et à bientôt. Pas d'argent, rien, et s'adresse à elle comme si c'était... La victime, son interprétation qui est normale, qu'on comprend, c'est une interprétation toute raisonnable. Elle dit, c'est comme si elle avait été punie. Soit elle payait de sa chair,
soit Soit elle n'est elle pas perdait payée. son travail, soit il n'est pas payé. Et où elle perdait son travail. Donc, quand il a fait le choix de garder sa dignité, eh bien là, c'est là où De ça toute façon, va, quand on il lui écoute tombe sur la tête. les bouts d'audio que tu as mis, au quatrième passage, on sent qu'il n'y avait pas eu une ou deux ou trois fois seulement, parce qu'elle explique les différentes phases qu'elle a vécues avec Baraf. On écoute. Que déjà que je lui dise que c'est no way, mais qu'en plus de ça, il lit ensuite, parce que c'est une forte tête, et je pense que par son pouvoir et son aura, il s'imagine que voilà, ça peut en faire plier certaines. Certes, peut-être que certaines plient, mais d'autres pas. Il y a des femmes qui ont des comportements respectés, respectables, et qui veulent être honorées par le travail fait et ce qu'elles font au quotidien. Non, pas que dans le consulting, hein. Et donc, je pense que par son pouvoir et son aura, il a pensé que malgré le fait que je puisse dire non et que je sois très très ferme, ça ne l'a pas empêché d'essayer de passer ce que j'appelle le stade 1, le stade 2 et le stade 3. Le stade 3, pour moi, c'est quand même là, lever ma jupe. Là, on est au stade 3. Le stade 1, c'est voilà, il essaye, il a des propos, des sous-entendus. Bon, ben là, on est en stade 1, ça arrive. Voilà, c'est un petit écart de conduite, mais ça se remet très rapidement en place de façon diplomate. Le stade 2, c'est de commencer à contraindre la personne de force, d'accord, parce que Moustapha Berraf n'est pas non plus... enfin, c'est un bon bébé, hein, on est d'accord. Je sais pas combien il fait, mais il fait au moins 90 kilos. Il fait pas loin d'1m90. Face à des petits gabarits comme nous les femmes, bah, le rapport de force il est tout de suite de son côté, on est bien d'accord, que ce soit au niveau pouvoir aura mais aussi au niveau rapport de force. Donc là j'appelle ça le stade 2, c'est-à-dire que là c'est il empoigne la personne fermement, donc là on est à l'acte. Et le troisième c'est l'humiliation de pouvoir me lever la jupe, se permettre de me lever la jupe sans même me demander quoi que ce soit. Donc en tant que femme, vous subissez ça comment? Vous subissez ça comme le fait que vous disiez non, ben en fait on n'en a rien à faire. Le fait que vous soyez ferme et que vous recadrez les choses, ben, j'ai l'impression que c'est pas entendu non plus. Et que c'est même pas conscientisé, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, la troisième chose, le passage à l'acte, c'est juste humiliant et salissant. Comme je vous ai dit, ne serait-ce que le stade 2, à Clichy, je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche. J'ai entendu, bien sûr. J'ai pris une douche. Donc, vous imaginez au stade 3 ce que ça donne. Donc est-ce que tu penses que c'est pas une espèce de chantage? C'est ou t'acceptes ou t'es pas payé? C'est pas parti dans ce sens-là? Ah, c'est certainement un juge qui décidera un petit peu de ça, hein. Ouais. Donc là, aujourd'hui, l'affaire est toute fraîche. On verra plus tard quelles vont être les poursuites qui seront données à cette affaire. Mais en tout cas, ce à quoi ça ressemble, c'est certain, les victimes. En fait, ce qu'elle explique dans son or, elle dit simplement, la première fois, elle passe l'éponge, ce n'est pas normal. Une drague un peu lourdingue, un homme qui sait pas y faire avec les femmes. Elle rappelle à l'ordre. Elle le dit également dans d'autres sonores qu'on n'a pas mis en ligne, qu'elle travaille dans un milieu d'hommes, qu'elle a l'habitude de ce genre d'approche, mais quand elle remet la personne à sa place, elle le refroidit et les gens ne reviennent pas quelques temps plus tard pour remettre une couche. Ce qui ne serait vraisemblablement pas le cas de Moustapha Berraf. Elle décrit le stade 2, qui sont les premières violences. C'est-à-dire au moment où il la planque sur le capot d'un véhicule et il se frotte un peu trop intimement à elle. Il pose ses 90 kilos, c'est comme ça qu'il le décrit. C'est-à-dire, on est carrément dans un traumatisme de passivation, hein, c'est-à-dire un traumatisme d'effroi. Elle vit l'événement dans une forme plus que dans une passivité, ce qu'on appelle une passivation. Le mec se pose sur elle avec ses 190 kilos et elle ne peut même pas se débattre pour le repousser. Voilà, ça c'est un deuxième épisode qu'elle nous décrit et qui semble avoir laissé en elle quand même beaucoup de séquelles parce qu'elle en parle
Elle en parle comme si c'était hier, comme si elle venait juste de vivre l'événement et pourtant, elle arrive à analyser, à avoir le recul nécessaire. Il faut avoir une énergie et une force extraordinaire pour parvenir à ça. Et enfin, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est lorsque Biraf aurait récidivé, évidemment, au Méridien. Et là, elle décrit quand même une situation, elle décrit clairement une petite main qui va se balader, soulève la jupe. Là, pour elle, c'est la ligne rouge, la ligne à pas franchir. Et Béra aurait franchi ce Rubicon. C'est là qu'il a décidé de mettre un terme, évidemment, à toute collaboration avec Biraf, et en sachant pertinemment que de toute façon, ça allait lui coûter son travail. Mais il ne pensait pas un instant qu'il n'allait pas être payé pour les prestations qu'il avait, et qu'il avait évidemment honorées par le passé. Donc 8 mois de prestations, a priori, et une ardoise qui s'élève à 56 000 euros. Bon, on écoute là où on parle de ça et de ces 8 mois de travail. D'avance, donc tes 8 mois de prestations que tu as faites, tu n'auras pas un centime. Pas un centime. Point. Donc j'ai travaillé pendant 8 mois pour rien. Donc en plus d'être humilié et d'être sali, d'accord, j'ai perdu 8 mois de mon temps. Donc où j'aurais pu travailler sur d'autres dossiers qui m'auraient certainement fait gagner plus d'argent. Donc il y a un moment, j'ai eu affaire à tocard. 2, à quelqu'un qui m'a humilié et sali. Mais 3, il m'a fait perdre mon temps et mon argent. Et en plus de ça, il a voulu me faire peur en m'assignant au Nigeria. Monsieur Itaoudia, qu'est-ce qui se passe généralement après une enquête pareille? Est-ce que dit le droit, que dit la réglementation? Est-ce que en tant que journaliste ou un procureur peut se saisir de l'affaire, ou est-ce qu'il faut un dépôt de plainte en justice? Qu'est-ce qui peut se passer là-dessus juste après une enquête pareille? Ou de cette gravité, du moins. Ouais, ce que le citoyen lambda ne sait pas toujours. D'abord, il faut différencier le viol de l'agression sexuelle. Le viol, la plupart du temps, il est jugé, il est instruit par la cour d'assises, c'est-à-dire avec un jury populaire, etc. Une agression sexuelle, ce sont des procès correctionnalisés devant un juge, des procureurs, 6 assesseurs, etc. etc. Le délai de prescription pour une agression sexuelle, puisqu'on se retrouve vraisemblablement dans le cadre d'une agression sexuelle, est de 6 ans en France. D'accord. Donc, il n'y a pas de prescription, puisque les faits remontent à 2023. Ouais. À partir de là, soit la victime décide de porter plainte. Pour le moment, Elisa n'a pas encore décidé de le faire. Elle est encore en train de réfléchir. Et elle a besoin encore d'un peu de temps à réunir 2 ou 3 conditions. En revanche, un procureur de la République peut se saisir seul de cette affaire, sans qu'il n'ait besoin d'avoir un plaignant interpellé par une plainte. Hein. Donc, alors, soit c'est le procureur qui décide de le faire tout seul, soit ça va être une association de défense des droits des femmes, comme Colosse, Pied d'Argile, soit d'autres associations, il y en a plein, les mouvements MeToo. Il y a des mouvements qui sont aujourd'hui partenaires des différentes instances officielles, le ministère de l'Intérieur, services de police spécialisés évidemment dans ce genre de délit, qui peuvent évidemment faire un signalement, et le signalement donne plainte la plupart du temps, dans 95% des cas, à une instruction. Aujourd'hui, il y a une doctrine en France qui dit une femme violentée sexuellement, la police doit instruire. C'est pour remédier à des situations passées où, parce qu'il y a effectivement beaucoup de mensonges, parfois il y a des règlements de compte, parfois une simple séparation, une femme mécontente de sa séparation avec son petit copain peut aller au commissariat pour régler ses comptes à travers une plainte, une fausse plainte pour agression sexuelle. Aujourd'hui, il y a l'ordre est clair, on instruit quoi qu'il en soit. D'accord. Voilà, parce que en même temps, en se méfiant des fausses plaintes, il est arrivé qu'on soit passé à de nombreuses reprises à côté de femmes réellement violentées sexuellement où on n'a pas su leur rendre hommage. Et c'est pourquoi il y a une nouvelle doctrine en France aujourd'hui, on instruit quoi qu'il arrive. Donc vraisemblablement, il y a vraiment de fortes chances
pour que cette affaire, évidemment, arrive demain, en tout cas devant le procureur de la République, et éventuellement, dans un second temps, après instruction, peut-être devant un juge en correctionnel. Et qu'est-ce que tu en penses du CIO qui reçoit toutes ces plaintes déjà, en commençant par l'enquête de Romain Molina, la tienne, la gestion un peu opaque, et je sais aussi, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, tu es encore sur une enquête du CIO pour une plainte, et il y a une affaire qui va s'ouvrir bientôt en Suisse, donc je m'arrête là. Est-ce que tu penses que le CIO va réagir un jour, surtout que maintenant, à la tête du CIO, il y a une femme. Donc, Le problème du CEO, on retrouve une espèce d'opacité chez le CEO, mais pas que le CEO, hein, c'est dans la plupart des entités internationales, ouais, la des plupart. corporations qui ont besoin de protéger un peu leur image. Donc, tant qu'on peut camoufler l'affaire au niveau interne, peut-être même tirer les oreilles au niveau interne, mais ça doit rester entre les quatre murs de l'institution. Donc, il y a d'abord la réputation, il en va de la réputation du CEO, et on préfère, quand c'est possible, allez, tire un petit peu les choses. C'est vraisemblablement ce qui est arrivé avec l'affaire de la Nigériane dont parlait Molina. Là, en revanche, s'il y a un procureur de la République, s'il y a la justice française qui se saisit de cette affaire, je pense que les CEO ne pourra plus, évidemment, procéder, en tout cas, s'enquister un petit peu dans ce genre, dans cette opacité-là. Et il ne Mais, pourra mais, pas mais faire on sent qu'il y a, autrement, il on ne sent pourra qu'il y a pas quelque chose, protéger. on sent qu'il y a quelque chose de plus grave quand c'est une plainte venant d'une Africaine, on bouge pas. Et si c'est une Française, ça devient délicat. C'est encore une arme à double tranchant en plus. C'est un autre problème aussi. Alors, je pense que ça va au-delà, hein, parce qu'une Africaine elle-même, on sait qu'elle est en Afrique, c'est compliqué pour elle de prendre un visa, de venir en France. Est-ce qu'elle va être reçue par les médias? Est-ce que son cas va faire pchit un peu partout? Est-ce que ça va susciter de l'intérêt, ça et là? Donc, on sait qu'il y a très peu de chances, effectivement, pour qu'elle puisse venir déranger. Et ce qui est dommage d'ailleurs que les autorités nigérianes ne soient pas saisies réellement, évidemment, de ce dossier, parce que c'est elles qui ont les moyens réellement de venir demander des comptes aux personnes mises en cause. Ouais, mais je ne sais pas si tu es au courant, mais les autorités nigériennes ont octroyé la protection diplomatique au président de la CNOA. Ah ben voilà. Ben voilà. Ça veut Ceci dire explique cela. cela expliquerait les cas échéants, ceci, bien sûr. Bien sûr. Avant de terminer, je voudrais juste moi dire un mot concernant d'abord la nigérienne ou l'africaine et toutes les femmes du monde et surtout les algériennes parce qu'on connaît nous pas mal de cas, mais dans une société qui ne leur permet pas de déposer plainte et d'être à l'aise. C'est une société un peu injuste envers les femmes. Donc pour toutes ces femmes-là, on leur rend un vrai hommage, on leur dit bonne fête du 8 mars et de tout cœur avec elles. Un dernier mot pour toi si tu veux. Alors, non, mais s'il y a d'autres femmes qui auraient vécu le même drame avec Satan, même avec d'autres hommes, elles peuvent toujours nous contacter. Notre adresse mail est dans le sommaire, notre numéro de téléphone est dans le sommaire. Eh bien, on va naturellement réserver tout l'intérêt nécessaire, bien sûr, pour traiter de leur cas, en tout cas. En tout cas, et on salue absolument notre victime aujourd'hui. Bien sûr. Et on espère Et surtout que son courage. voilà, et son courage. On espère que cette situation-là, en tout cas, qu'on aura un peu plus d'éléments plus tangibles, plus probants dans les jours à venir de la part de la justice. Et moi, je te salue toi aussi. Merci pour ton travail. Merci de continuer à faire ton boulot face à ce milieu entre guillemets, de pourri. Moi, je connais bien le domaine du sport, mais hélas, c'est pas tout blanc tous les jours. Monsieur Etavdia, merci beaucoup. Merci à Foswin, merci à vous. Prochaine enquête. À la prochaine enquête. Merci. Merci. Allez, au revoir.